Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. La pluie martèle la vitre du taxi, comme une section de percussion en colère. Emily Carter serre l'invitation ornée d'or entre ses doigts tremblants, essayant de ne pas tacher l'encre avec ses paumes moites, 27 ans, 2 emplois, un compte en banque qui pleure presque. Et maintenant, ça, le mariage de sa cousine riche, pour lequel elle n'a presque pas de vêtements convenables. Numéro 47, Belmont Estate, annonce le chauffeur, et l'estomac d'Emily fait un salto complet. La maison est un château moderne de verre et de pierre, illuminé comme un vaisseau spatial qui vient d'atterrir dans les collines d'Hollywood. Des voitures qui coûtent plus cher que son appartement entier sont garées dans l'allée circulaire. Emily ajuste sa robe noire empruntée, la seule chose vaguement élégante qui lui allait, et prend une profonde inspiration. 3 heures. Je dois juste survivre 3 heures. La salle de bal principale grouille de l'élite de Los Angeles. Le champagne coule à flot. Les diamants scintillent sous les lustres de cristal, et Emily se sent comme une imposture dans un film auquel elle n'était pas censée participer. Elle attrape une flûte auprès d'un serveur qui passe, plus pour avoir quelque chose à tenir que pour boire réellement. Emily. La voix stridente de sa cousine Sophia perce le brouhaha. Elle apparaît comme un ouragan de soie blanche et de sourires forcés. Je suis tellement contente que tu sois là. Tu te souviens d'Ethan, n'est-ce pas? Emily ne s'en souvient pas, mais elle sourit et salue l'homme en smoking coûteux qui la regarde à peine. Laisse-moi te présenter à quelques personnes, continue Sophia, déjà en train de tirer Emily par le bras. Il y a des chefs d'entreprise ici qui pourraient t'aider avec. Qu'est-ce que tu fais déjà? Je travaille dans 2 cafés pour payer mon loyer. Je cherche des opportunités, répond Emily avec diplomatie. La soirée s'étire comme de la mélasse. Emily sourit jusqu'à ce que sa mâchoire lui fasse mal. Fait la conversation sur des sujets qu'elle ne comprend pas, et boit assez de champagne pour que le monde devienne légèrement flou sur les bords. Quand elle parvient enfin à s'échapper dans le jardin, il est presque minuit. L'air frais est un soulagement. Emily s'effondre sur un banc de pierre à côté d'une fontaine illuminée, retirant les talons empruntés qui lui font un mal de chien. La musique de la fête devient étouffée à l'intérieur, se mêlant au doux bruit de l'eau. Tu t'échappes aussi? Emily sursaute presque du banc. De l'autre côté de la fontaine, à moitié caché dans l'ombre, un homme est assis. Il est perché sur les marches de marbre, la cravate desserrée, les cheveux noirs ébouriffés par ses doigts. Même dans la pénombre, elle peut voir qu'il est incroyablement beau, le genre d'homme qui ne remarquerait habituellement pas son existence. « Désolé, je ne vous avais pas vu », balbutie-t-elle, essayant de remettre ses chaussures. « Ne t'excuse pas d'exister. » Il y a quelque chose dans sa voix, fatiguée mais douce. La fête est plutôt nulle de toute façon. Emily rit, surprise par sa franchise. « Je pensais que c'était juste moi. » Tout le monde à l'intérieur semble tellement s'amuser. Tout le monde à l'intérieur fait semblant. Il se lève, et Emily réalise qu'il est grand, élégant d'une manière qui semble sans effort. Y compris moi, jusqu'à il y a 5 minutes. Ils tombent dans un silence confortable, juste le bruit de l'eau entre eux. Emily devrait retourner à l'intérieur, trouver Sophia, faire plus de réseautage forcé, mais il y a quelque chose chez cet étranger magnifique qui lui donne envie de rester. « Tu connais les mariés ?» demande-t-elle. Ethan est, disons, une connaissance professionnelle. Il marque une pause. « Et toi? » Sophia est ma cousine. En quelque sorte. Nos mères étaient cousines, donc techniquement, nous sommes cousines au second degré. Je ne sais pas. La famille, c'est compliqué. Il rit, et le son est étonnamment chaleureux. Toutes les familles le sont. Emily l'observe dans l'obscurité. Il y a une tristesse en lui qu'elle reconnaît, la même qu'elle voit dans le miroir quand elle pense que personne ne regarde. Puis-je te demander pourquoi tu te cachais ici? Parfois, on a besoin d'une pause pour ne plus être celui que tout le monde attend de nous. Ouah. Emily sent quelque chose remuer dans sa poitrine. Je comprends parfaitement. Vraiment? Absolument. Elle se penche en avant. Aujourd'hui, j'ai tellement souri que j'ai mal au visage. J'ai fait semblant de comprendre des conversations sur des vins qui coûtent plus cher que mon loyer. J'ai agi comme quelqu'un que je ne suis absolument pas. Et qui es-tu vraiment? La question prend Emily par surprise. Quand est-ce que quelqu'un lui a posé cette question pour de vrai? Je travaille beaucoup. Peu, être trop. J'aime les livres plus que les gens la plupart du temps. Je suis nul en bavardage, mais apparemment doué pour faire semblant de ne pas l'être. Et toi? Il hésite. Ce soir, je suis juste un gars qui ne veut pas retourner à cette fête. Le silence qui suit est confortable, plein de possibilités non dites. Emily peut entendre son propre cœur battre plus vite. Merci, dit-elle soudainement. Pourquoi? Pour m'avoir laissé être vrai pendant 5 minutes. Il se rapproche, et Emily perçoit son parfum, quelque chose de cher et de masculin qui lui donne envie de respirer plus profondément. Merci à toi aussi. Quelque chose d'électrique se passe entre eux, quelque chose de dangereux et de merveilleux.
Émilie sait qu'elle devrait s'éloigner, retourner à la fête, à sa vraie vie. Mais quand il tend la main pour toucher son visage, elle ne recule pas. « Je ne connais même pas ton nom », murmure-t-elle. Ce soir, ça n'a pas d'importance. Et puis il l'embrasse. C'est doux au début, hésitant, comme une question. Mais quand Émilie répond, quand ses mains trouvent sa poitrine, le baiser s'approfondit. C'est désespéré et doux et totalement inattendu. C'est le genre de baiser dont elle a lu dans les livres mais qu'elle n'a jamais cru pouvoir lui arriver. Quand ils se séparent, tous deux sont à bout de souffle. « Je devrais », commence Émilie, mais elle ne finit pas car elle ne sait pas ce qu'elle devrait faire. « Je sais. » Il pose son front contre le sien. « Moi aussi. » Ils s'embrassent à nouveau, plus urgemment cette fois. Émilie a l'impression de se réveiller d'un rêve d'un an, comme si elle vivait enfin au lieu de simplement survivre. Un bruit vient de la maison, des voix, des rires, les sons de la fête qui continuent sans eux. La réalité revient comme un seau d'eau froide. « Je dois y aller », dit Émilie, s'écartant. « C'est fou. » « Attends », il attrape sa main. « Dis-moi au moins. » Mais Émilie court déjà vers la maison, le cœur battant comme un tambour, les lèvres encore frémissantes de ce baiser. Elle ne se retourne pas. Elle ne se fait pas confiance pour ne pas courir directement dans ses bras. À l'intérieur, la fête continue comme si rien n'avait changé. Mais tout a changé. Émilie a changé. Ce baiser, cet homme, c'était réel, même si ça n'a duré que quelques minutes parfaites et impossibles. Elle trouve Sophia sur la piste de danse, ivre et radieuse. « Émilie, où étais-tu ? Je t'ai cherché partout, juste prendre l'air. Eh bien, la fête chauffe maintenant. Viens. Il y a des gars que je veux te présenter. » Mais Émilie n'écoute plus. Ses doigts touchent ses lèvres, ressentant encore l'écho de ce baiser. Qui était-il? Le reverra-t-elle? Est-ce que ça importe? Peut-être était-ce juste un moment magique destiné à vivre dans la mémoire. Peut-être était-ce le début de quelque chose qui changera sa vie pour toujours. Une chose est sûre. Elle n'oubliera jamais l'homme mystérieux dans le jardin et le baiser qui, pour la première fois depuis des années, l'a fait se sentir vraiment vivante. L'alarme d'Émilie hurle à 6 h du matin, comme une accusation. Elle l'éteint d'un coup et regrette immédiatement d'exister. Le champagne de la veille a déclenché une révolte totale dans son crâne, et sa bouche a un goût comme si elle avait gargouillé avec du regret. Mais ensuite, les souvenirs affluent, le jardin, la fontaine, lui. Et soudain, la gueule de bois n'a plus d'importance. Elle touche ses lèvres, se souvenant. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Tout cela semble être un rêve provoqué par le champagne, trop parfait et cinématographique pour être réel. Mais elle peut encore sentir la pression fantomatique de sa bouche contre la sienne, encore sentir ce parfum coûteux. « Ressaisis-toi, Carter », murmure-t-elle, se traînant jusqu'à la salle de bain. Ce n'était qu'un baiser. Les gens s'embrassent au mariage tout le temps. Ça ne veut rien dire. Mais même en le disant, elle sait qu'elle se ment à elle-même. 1 heure plus tard, elle traverse le centre de Los Angeles à vélo, esquivant les Uber et les camions de livraison avec la confiance téméraire de quelqu'un qui a fait ce trajet 1000 fois. Son premier emploi est à Blue Haven, un petit café artisanal niché entre une librairie vintage et une boutique branchée à Silver Lake. « Tu as une sale tête », annonce Chloé, sa collègue et meilleure amie, dès qu'Émilie entre. Chloé a 22 ans, est perpétuellement optimiste, et n'a jamais rencontré une situation qu'elle ne pouvait pas améliorer avec des ragots et de la caféine. « Merci. J'avais vraiment besoin de ce boost de confiance ce matin. » Nuit tardive au mariage chic? Chloé attache son tablier avec une efficacité rodée. « As-tu rencontré des hommes riches célibataires? S'il te plaît, dis-moi que tu as au moins eu une carte de visite. » Émilie s'occupe de la machine à expresso. Ce n'était pas vraiment ce genre de fête. « Émilie. » Chloé s'arrête en plein mouvement, la fixant du regard. « Je te connais depuis 3 ans. Tu rayonnes. Moi, je ne rayonne pas. J'ai la gueule de bois et je suis caféiné. Ce n'est pas la même chose. » Chloé sourit. Alors, qui était-il? Avant qu'Émilie puisse nier quoi que ce soit, la sonnette de la porte annonce leur premier client de la journée. Émilie lève les yeux, un sourire automatique prêt, et laisse tomber le porte-à-filtre qu'elle tient. Debout dans l'embrasure de la porte, l'air aussi choqué qu'elle, c'est lui l'homme mystérieux du jardin. À la lumière du jour, il est encore plus dévastateur. Grand, large d'épaules, avec ses mêmes yeux sombres qui semblaient voir à travers elle la veille. Mais maintenant, il porte un costume coûteux qui vaut probablement plus que ce qu'elle gagne en 6 mois. Et il y a quelque chose de différent chez lui, quelque chose de plus froid. « Nom d'un chien », murmure Chloé. C'est Nathan Brooks. Le nom frappe Émilie comme un train de marchandises. Nathan Brooks, comme dans Brooks Enterprises, comme dans le PDG milliardaire qui fait la couverture de fortune tous les 2 mois. Comme dans l'homme célèbre pour être brillant, impitoyable, et complètement intouchable. J'ai embrassé Nathan Brooks. Les yeux de Nathan trouvent les siens à travers le petit café, et pendant un moment, aucun d'eux ne bouge. Émilie peut voir l'instant exact où la reconnaissance éclaire son visage,
suivi immédiatement par quelque chose qui ressemble à de la panique. « Puis-je vous aider ?» La voix d'Émilie sort plus faible que prévu. Nathan s'approche du comptoir, et Émilie remarque qu'il se déplace différemment de la veille, plus contrôlé, plus prudent. La facilité intime du jardin a été remplacée par un mur de distance professionnelle. « Café, noir, grand, dit-il, sa voix sèche, professionnelle. Ça arrive tout de suite. » Les mains d'Émilie tremblent légèrement alors qu'elle manipule la machine à expresso. C'est surréaliste. L'homme qui l'a embrassée comme si elle était la seule femme au monde se tient dans son café, agissant comme si elle n'était qu'une employée de service. Ce qu'elle réalise, avec un sentiment de malaise, elle est exactement pour lui. Chloé, bénie soit-elle, semble comprendre la tension sans connaître les détails. Elle s'occupe de l'inventaire, leur laissant de l'espace tout en restant assez proche pour intervenir si nécessaire. Émilie tend à Nathan son café, veillant à ne pas laisser leurs doigts se toucher. Ça fera 4,50. Il sort son portefeuille en cuir, coûteux, probablement plus cher que son vélo, et pose un billet de 20 sur le comptoir. Gardez la monnaie. Le pourboire est assez généreux pour payer les courses d'une semaine, mais ça ressemble à une insulte, comme s'il essayait d'acheter son silence, ou, pire, sa gratitude. Je n'ai pas besoin de charité, dit Émilie doucement. La mâchoire de Nathan se crispe. Ce n'est pas de la charité. C'est un paiement pour un service. Les mots font plus mal qu'ils ne devraient. Émilie redresse le dos, puisant dans chaque once de fierté que sa grand-mère lui a inculquée. Bien. Eh bien, profitez de votre café, monsieur Brooks. Pendant un instant, quelque chose vacille dans les yeux de Nathan, peut être du regret, ou la reconnaissance de la dureté de ses paroles, mais cela disparaît, remplacé par le même masque d'entreprise. Merci, dit-il formellement et se tourne pour partir. Il est presque à la porte quand la bouche d'Émilie s'ouvre avant que son cerveau ne puisse l'arrêter. Avez-vous au moins apprécié le mariage ? Nathan se fige, la main sur la poignée de la porte. Il se retourne vers elle, et cette fois, elle peut voir au-delà de la façade de l'homme d'affaires jusqu'à l'homme qui l'a tenu sous la lumière de la lune. Certaines parties, dit-il doucement. Et puis il est parti, laissant Émilie fixer une porte encore oscillante et un billet de 20 qui semble brûler un trou dans le comptoir. Ok, dit Chloé dans le silence. C'était quoi, ça ? Émilie s'effondre sur un tabouret derrière le comptoir, soudain épuisée. C'était moi apprenant que les contes de fées n'arrivent pas aux filles comme moi. Émilie, je l'ai embrassée. Les mots jaillissent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Hier soir au mariage, j'ai embrassé Nathan Brooks, et je n'avais aucune idée de qui il était. Les yeux de Chloé s'écarquillent. Tu quoi ? Il faisait sombre, et il était juste. Il était cet homme triste et beau qui se cachait de la fête, et nous avons parlé, et puis... Émilie couvre son visage avec ses mains. Mon Dieu, il doit penser que je suis une sorte de chercheuse d'or, comme si je l'avais planifié ou quelque chose comme ça. Ou, dit Chloé doucement, il panique parce qu'il s'est laissé aller avec quelqu'un de vrai, et maintenant il ne sait pas comment gérer ça. Émilie lève les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire ? Réfléchis. Quand est-ce que Nathan Brooks a eu une conversation avec quelqu'un qui ne savait pas qui il était ? Quand est-ce qu'une femme l'a embrassé juste parce qu'elle en avait envie, pas à cause de son compte en banque ? Mais il était si froid tout à l'heure, si dédaigneux. Peut-être que c'est son mécanisme de défense. Chloé s'assoit sur le tabouret à côté d'elle. Les riches comme lui ne savent pas comment être des gens normaux. Ils jouent toujours un rôle, toujours en train de se protéger. Émilie veut croire son amie, mais la douleur de la froideur de Nathan est encore fraîche. Ça n'a pas d'importance de toute façon. Nous vivons dans des mondes complètement différents. Vraiment ? Tu plaisantes ? Il a probablement plus d'argent dans son portefeuille que ce que je gagne en un an. Je ne parle pas d'argent, Émilie. Je parle de chimie. Et d'après ce que je viens de voir, vous deux avez assez de chimie pour alimenter tout ce quartier. Avant qu'Émilie puisse répondre, son téléphone vibre avec un message de son autre emploi. Le cabinet comptable a besoin qu'elle vienne plus tôt, leur comptable habituel est malade. Je dois y aller, dit Émilie, attrapant son sac. Peux-tu gérer la ruée du matin ? Bien sûr, mais Émilie. Chloé attrape son bras. Ne mets pas ça de côté tout de suite. Parfois, les meilleures choses viennent des endroits les plus inattendus. Alors qu'Émilie traverse la ville à vélo jusqu'à son deuxième emploi, elle ne peut se défaire du sentiment que sa vie vient de basculer sur son axe. Le souvenir du baiser de Nathan lutte avec la réalité de sa froideur, la laissant confuse et étrangement pleine d'espoir. Malgré elle, elle ne remarque pas la berline noire qui la suit à distance discrète, ni la manière dont Nathan la regarde depuis le siège passager, son café refroidissant dans ses mains alors qu'il lutte avec des émotions qu'il pensait avoir enterrées il y a des années. 20 minutes plus tard, Nathan est assis dans son bureau d'angle au 42e étage de la Brooks Tower, regardant la skyline de Los Angeles sans vraiment la voir. Son assistant, Lucas, entre sans frapper un privilège gagné grâce à 5 années de gestion du planning impossible de Nathan. Votre rendez-vous de 14h a été annulé, annonce Lucas, posant une pile de contrats. Quelque chose à propos d'un retard dans la fusion. Nathan ne répond pas.
Il pense à la manière dont le visage d'Émilie s'est effondré quand il l'a traitée comme une étrangère, à la douleur dans ses yeux quand il a laissé ce billet de vin sur le comptoir comme si elle n'était qu'une transaction parmi d'autres. « Monsieur, tante Lucas, tout va bien, bien, m'en attend », se tournant vers son bureau. Qu'est-ce qui vient ensuite? Mais Lucas le connaît depuis assez longtemps pour reconnaître les signes. Si je puis me permettre, vous semblez distrait. Est-ce que quelque chose s'est passé au mariage hier soir? Quelque chose s'est passé, ça oui. Nathan a passé tout le trajet jusqu'au bureau à débattre s'il devait retourner dans ce café pour essayer de s'expliquer. Mais expliquer quoi? Qu'il avait oublié comment être humain avec quelqu'un qui ne voulait rien de lui, juste fatigué, dit-il à la place. Nuit longue. Lucas hoche la tête, mais Nathan peut voir le scepticisme dans son expression. Eh bien, votre après-midi est libre maintenant. Prenez un peu de temps pour vous ressourcer. Après le départ de Lucas, Nathan sort les images de sécurité du mariage sur son téléphone. Son chef de la sécurité les lui a envoyé ce matin protocole standard pour tout événement auquel il participe. Il fait défiler des heures d'images jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherche. Là, capturé en noir et blanc granuleux, c'est le moment où tout a changé. Émilie courant depuis le jardin, les cheveux flottant derrière elle, semblant avoir vu un fantôme ou en avoir embrassé un. Nathan ferme la vidéo et s'adosse à sa chaise. Pour la première fois depuis des années, il n'a aucune idée de ce qu'il doit faire ensuite. Tout ce qu'il sait, c'est que ce pourboire de vin était la chose la plus stupide qu'il ait jamais faite de sa vie. Et c'est peu dire. Nathan fixe le rapport financier étalé sur son bureau en acajou, mais les chiffres se brouillent comme une œuvre d'art abstraite. 3 jours ont passé depuis la rencontre au café, et il ne peut se concentrer sur rien d'autre que le visage d'Émilie quand il l'a rejeté si froidement. Je n'ai pas besoin de charité. Bon sang, il a géré ça comme un amateur, comme un gamin de fonds fiduciaire qui n'a jamais interagi avec de vraies personnes, ce qui, pense-t-il amèrement, n'est peut-être pas si loin de la vérité désormais. Lucas entre sans frapper, un privilège gagné grâce à 5 années de gestion de la vie de Nathan avec une efficacité impitoyable. Votre rendez-vous de 14h a été annulé. Quelque chose à propos d'une intoxication alimentaire, même si je suspecte que c'est plus lié à la chute du marché boursier. Nathan ne lève pas les yeux des rapports qu'il ne lit pas vraiment. Reportez-le à la semaine prochaine. C'est déjà fait. Lucas marque une pause. Monsieur, je ne veux pas dépasser les bornes, mais vous semblez distrait ces derniers temps. Tout va bien, distract est un euphémisme. Nathan a passé les 3 derniers jours à ce qu'on ne peut décrire que comme un léger harcèlement, passant devant Broeven à divers moments sans jamais y entrer. Il sait qu'Émilie y travaille de 7h à 14h, puis se rend à son 2e emploi chez Miller & Associates, un petit cabinet comptable à Mid-City. Il le sait car il a être demandé à son équipe de sécurité de faire une vérification de ses antécédents complètement inutiles et probablement inappropriés. Je vais bien, Lucas. Juste en train de travailler sur une planification stratégique. Lucas hausse un sourcil mais ne pousse pas plus loin. Eh bien, il y a un développement intéressant. Le compte de Miller & Associates. La tête de Nathan se redresse brusquement. Quoi à ce sujet? Il demande une réunion d'urgence. Apparemment, ils ont découvert des irrégularités dans leurs livres et ont besoin de notre équipe de comptabilité médico-légale pour les résoudre. Ce n'est pas grand-chose, mais ils sont prêts à payer des tarifs premium pour la discrétion. Le pool de Nathan s'accélère. Miller & Associates le 2e emploi d'Émilie. Quand veulent-ils se rencontrer? Cet après-midi, si possible. Je leur ai dit que vous ne gérez pas habituellement des comptes aussi petits, mais ils ont spécifiquement demandé votre présence. Ils ont entendu parler de votre touche personnelle avec les affaires sensibles. Nathan attrape déjà sa veste. Libérez mon après-midi. Je m'occuperai de la réunion personnellement. Monsieur, Lucas semble confus, ce n'est vraiment pas nécessaire pour vous deux. J'ai dit que je m'en occuperai personnellement, Lucas. 20 minutes plus tard, Nathan se tient devant l'immeuble de bureau modeste qui abrite Miller & Associates, remettant en question chaque décision qui l'a conduit à cet instant. C'est insensé. Il est le PDG d'une entreprise valant des milliards, et il court après une barista qui ne veut clairement rien avoir à faire avec lui. Mais il ne peut se débarrasser du souvenir de ce baiser ou de la manière dont Émilie l'a regardé dans le jardin, comme s'il était juste un homme, pas un compte bancaire ambulant. Les bureaux de Miller & Associates sont exactement comme il s'y attendait, exigus, démodés, et sentant légèrement le vieux café et le tonner des photocopieuses. La réceptionniste, une femme dans la soixantaine avec des yeux bienveillants, lève les yeux lorsqu'il entre. « Monsieur Brooks, nous ne vous attendions pas si tôt. Je suis Margaret. Nous avons parlé au téléphone. Monsieur Miller termine avec un client, mais il sera bientôt avec vous. En fait, improvise Nathan à tout va, j'espérais jeter un premier coup d'œil au livre, pour avoir une idée de l'ampleur avant de commencer. Je comprends que vous avez quelqu'un ici qui s'occupe de la comptabilité. Oh, oui, Émilie. Elle est merveilleuse. Elle nous aide à nous organiser depuis l'année dernière. Laissez-moi aller la chercher pour vous.
Le cœur de Nathan commence à battre la chamade alors que Margaret disparaît dans un couloir étroit. C'est le moment. Pas de retour en arrière maintenant. Il espère juste qu'Emily ne lui lancera pas quelque chose à la tête lorsqu'elle le verra. Un instant plus tard, des bruits de pas résonnent dans le couloir, suivis de la voix de Margaret. Emily, ma chère, il y a quelqu'un de Brooks Enterprise qui aimerait discuter des livres avec vous. Emily apparaît dans l'embrasure de la porte, les bras pleins de registres, et se fige lorsqu'elle le voit. Pendant une seconde, aucun d'eux ne bouge. Puis les yeux d'Emily se plissent dangereusement. « Qu'est-ce que vous faites ici » demande-t-elle, sa voix soigneusement contrôlée. Margaret regarde entre eux, la confusion évidente. « Vous vous connaissez ? Nous nous sommes rencontrés » dit Nathan prudemment. Brièvement, Emily pose les registres avec plus de force que nécessaire. « Margaret, pourriez-vous nous laisser un moment, s'il vous plaît ?» Une fois seule, Emily croise les bras et le fixe avec un regard qui pourrait faire fondre l'acier. « Je vais vous le redemander. Qu'est-ce que vous faites ici ?» Miller and Associates a appelé pour une consultation. « Ce n'est pas ce que je veux dire, et vous le savez. » La voix d'Emily est basse, dangereuse. « Me suivez-vous » Nathan sent la chaleur monter à son cou. Ce serait inapproprié. « Ce n'est pas non. » Écoutez, je sais à quoi ça ressemble. À quoi ça ressemble ? Emily s'approche, et Nathan perçoit ce parfum subtil qu'il se rappelle du jardin, quelque chose de propre et de chaleureux qui n'a rien à voir avec un parfum coûteux. On dirait un PDG milliardaire qui n'a rien de mieux à faire que de jouer avec la petite employée. Les mots frappent comme une gifle. Ce n'est pas. Je ne ferai jamais. Vraiment pas ? Les yeux d'Emily brillent. Parce que de mon point de vue, ça ressemble beaucoup à l'idée d'amusement d'un riche. Trouver une fille naïve, lui embrouiller la tête, voir jusqu'où on peut pousser avant qu'elle ne craque. Vous avez tort. Les mots sortent plus durs qu'ils ne l'avaient prévu. Tout cela est faux. Alors expliquez-moi. La voix d'Emily s'adoucit légèrement, mais sa posture reste sur la défensive. Parce que j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi Nathan Brooks se tient dans un bureau comptable exigu à Mid-City. Nathan la regarde, vraiment. La robe noire élégante du mariage a disparu. À la place, elle porte un gant et un pull bleu simple qui fait ressortir ses yeux. Ses cheveux sont tirés en arrière dans une queue de cheval pratique, et elle a une petite tache d'encre sur le pouce de ce sur quoi elle travaillait. Elle semble réelle et belle et totalement hors de sa portée dans tous les sens qui comptent. « Je suis venu parce que je vous dois des excuses » dit-il enfin. « La façon dont j'ai agi au café était inexcusable. Vous avez raison. Ça l'était. J'ai paniqué. » Emily cligne des yeux, clairement surprise par cet aveu. « Vous avez paniqué, quand je vous ai vu là, bas, dans votre monde, en étant vous-même, je ne savais pas comment gérer ça. J'ai passé tellement d'années à être Nathan Brooks, PDG, que j'ai oublié comment être juste Nat. » Quelque chose change dans l'expression d'Emily. « Nat, c'est comme ça que mes amis m'appelaient avant. » Il passe une main dans ses cheveux. « Avant que je devienne ceci. » Et qu'est-ce que ceci, exactement ? Nathan fait un geste vague vers son costume coûteux, son apparence soigneusement étudiée. Une forteresse, une performance, une manière de garder les gens à distance pour ne jamais avoir à risquer. Il s'interrompt. « Risquer quoi ? D'être rejeté pour qui je suis vraiment plutôt que pour ce que j'ai. » La confession flotte entre eux comme un pont que ni l'un ni l'autre n'est sûr de devoir traverser. Emily étudie son visage, et Nathan se force à rester immobile sous son regard, à la laisser voir au-delà de l'armure qu'il a construite pendant des années. « L'homme dans le jardin » dit-elle lentement. « C'était vraiment vous. C'était plus moi que je ne l'ai été depuis des années. » Emily reste silencieuse un long moment. Quand elle parle à nouveau, sa voix est plus douce. « Vous m'avez vraiment blessé, vous savez, avec le pourboire. Comme si vous essayiez d'acheter votre sortie pour ne pas avoir à reconnaître ce qui s'est passé entre nous. Je sais. Je suis désolé. J'ai mal géré parce que j'étais terrifié. Jikoi, de combien j'avais envie de vous demander votre numéro, de combien je ne voulais pas que ce moment s'arrête. » Nathan fait un pas prudent plus près. « De combien j'avais envie de vous embrasser à nouveau. » Le souffle d'Emily se coupe. « Nat, je sais que c'est fou. Je sais que nous venons de mondes différents, mais je ne peux pas arrêter de penser à vous, Emily. À ce baiser. À la façon dont vous m'avez regardé, comme si je valais quelque chose au-delà de ma fortune. » Avant qu'Emily puisse répondre, la voix de Margaret retentit dans le couloir. « Emily, tout va bien là, dedans ? Monsieur Miller est prêt quand vous l'êtes. » Le charme se brise. Emily recule, s'enveloppant de ses bras comme d'une armure. « Je dois retourner au travail. » Emily, Atnos, non. Elle secoue la tête. « C'est mon travail, Nat. Ma vraie vie. Je ne peux pas me permettre de le gâcher pour ce que c'est. » Elle a raison, et Nathan le sait. Mais alors qu'elle ramasse les registres et se dirige vers la porte, il ne peut la laisser partir sans essayer une fois de plus. « Dîner avec moi. » Emily s'arrête, la main sur le chambranle de la porte. « Quoi ? Ce soir, dîner. Quelque part de calme, où nous pourrons parler sans interruption ni malentendu. »
Je ne peux pas me permettre des restaurants chics. Alors nous irons quelque part que vous pouvez vous permettre. Votre choix, vos règles. Emily se retourne pour le regarder, et Nathan la voit hésiter. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Parce que je vous le demande. Parce que l'homme que vous avez rencontré dans le jardin est toujours là, sous tout ceci. Il fait un geste vers son costume. Et parce que je pense que vous êtes assez courageuse pour découvrir si ce que nous avons ressenti cette nuit-là était réel. Pendant un moment, la composure prudente d'Emily se fissure, et Nathan voit un éclair de la femme qui l'a embrassée comme si le monde s'arrêtait. Puis elle redresse les épaules et croise son regard. Joe's Dinosaur Melrose. 1900. Et Nat, elle s'arrête à la porte, si vous arrivez dans un costume à 1000, et essayez de m'impressionner avec votre carte noire, je m'en vais. Et puis elle est partie, laissant Nathan seul dans un bureau exigu, le cœur battant comme s'il venait de conclure l'affaire la plus importante de sa vie. Est-ce le cas? Nathan Brooks a affronté des salles de conseil remplies d'investisseurs hostiles, des audiences au Congrès sur la responsabilité des entreprises, et des négociations de fusion qui pourraient faire ou défaire des entreprises entières. Rien de tout cela ne l'a préparé à se tenir devant Joe's Diner à 18h58, transpirant dans un Henley gris simple et un jean sombre emprunté à son frère cadet, Ryan. Le dîner est exactement comme il s'y attendait, des enseignes au néon, des banquettes en vinyle, et le genre de charme authentique, taché de graisse, qui ne peut être ni acheté ni reproduit. À travers la vitrine, il peut voir Emily déjà assise dans une banquette d'angle, parcourant son téléphone tout en sirotant ce qui semble être du café. Elle porte un pullover simple et a les cheveux détachés, et elle est d'une certaine manière plus belle que ce que sa mémoire avait capturé. Tu peux le faire, se dit-il. Sois juste Nat. Souviens-toi comment être Nat. Le problème, c'est qu'il n'est pas tout à fait sûr de se souvenir qui était Nat avant qu'il ne devienne Nathan Brooks, PDG et forteresse émotionnelle professionnelle. La cloche au-dessus de la porte tinte lorsqu'il entre, et Emily lève les yeux. Pendant une seconde, il voit de la surprise traverser son visage probablement parce qu'il a réellement suivi son code vestimentaire avant qu'elle ne compose son expression en une neutralité prudente. « Vous êtes venu ?» dit-elle alors qu'il s'assoit sur la banquette en face d'elle. « Pensiez-vous que je ne viendrais pas ? Je pensais qu'il y avait une chance sur 2 que vous envoyiez votre assistant avec une excuse et un chèque pour couvrir mon dîner. » Nathan grimace. « Je mérite ça. Oui, vous l'avez mérité. » Mais le ton d'Emily manque de véritable mordant. Et quand la serveuse apparaît, une femme dans la cinquantaine avec des yeux gentils et des chaussures pratiques, Emily sourit réellement. « Salut, Linda, voici Nat. »« Eh bien, bonjour, Nat. » Linda lui jette le genre de regard qui suggère qu'elle a tout vu et n'est impressionnée par pas grand-chose. « Vous traitez notre Emily correctement ? » « J'y travaille, » dit Nathan honnêtement. Et quelque chose dans son ton doit sembler sincère, car Linda hoche la tête avec approbation. « Bonne réponse. »« Que puis-je vous apporter ?» Emily commande le spécial pain de viande comme si elle l'avait fait 100 fois auparavant. Nathan parcourt le menu plastifié frénétiquement, réalisant qu'il n'a aucune idée de comment commander dans un endroit comme celui-ci. Tout semble étranger, non pas parce que c'est chic, mais parce que c'est si agressivement normal. « Je vais prendre. » Commence-t-il, puis remarque qu'Emily l'observe avec une expression indéchiffrable. « Que recommandez-vous ? » Le burger est bon, dit Emily doucement. Joe les fait frais, jamais congelés. Le burger semble parfait. Après le départ de Linda, le silence s'étire entre eux comme une corde raide. Nathan réalise que c'est la première fois depuis des années qu'il s'assoit dans un restaurant où il ne connaît pas le propriétaire, où il n'y a pas un menu soigneusement conçu pour impressionner les clients, où il ne peut pas simplement commander l'habituel parce qu'il n'a aucune idée de ce que l'habituel représente dans le monde réel. « Alors » dit Emily, brisant le silence. « Jolie tenue. » Nathan baisse les yeux sur ses vêtements empruntés. « C'est Ariane, mon frère, dit-il. Et je cite, Tyler, si tu te présentes en ayant l'air de vouloir saisir son appartement, elle te jettera probablement son verre à la figure. Frère intelligent, il a ses moments. » Nathan tripote son verre d'eau. « Il m'a aussi dit que j'étais idiot à propos de l'incident au café. Également intelligent. » Emily, à ce sujet. Commence Nat, mais elle lève la main. « Avant que vous ne recommenciez à vous excuser, puis-je vous poser une question ? Tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous pensiez qu'il allait se passer au café ? Je veux dire, pensiez-vous que je serais tellement ébloui par votre pourboire que je tomberais à vos pieds de gratitude ? » La question frappe comme un coup de poing dans l'estomac, car elle est si proche de la vérité. Je ne sais pas ce que je pensais. Je n'ai jamais été dans une situation comme celle-ci auparavant. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux dire, je n'ai jamais eu à trouver comment parler à quelqu'un que je... Il s'arrête, cherchant ses mots. Quelqu'un qui m'importait après une simple rencontre. Dans mon monde, les relations sont des transactions, des partenariats d'affaires, des alliances stratégiques, des arrangements sociaux qui profitent aux deux parties. Emily s'adosse à la banquette, l'étudiant. Ça semble épuisant. Ça l'est. Alors pourquoi le faire ? Nathan envisage de mentir,
de lui donner une réponse polie sur la responsabilité et l'héritage. Mais quelque chose dans la façon dont elle le regarde curieuse mais non jugeante lui donne envie de dire la vérité. Parce que c'est sûr, dit-il enfin. Parce que quand tout est une transaction, personne ne peut vraiment vous blesser. Ils peuvent vous décevoir professionnellement, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas s'approcher assez pour compter. Mais ce n'est pas vraiment vivre, n'est-ce pas? C'est juste exister, je sais. L'aveu sort plus doucement qu'il ne l'avait prévu. Je le sais depuis un moment, mais je ne savais pas comment changer cela. Puis je vous ai rencontré dans ce jardin, et pendant 20 minutes, je me suis souvenu de ce que ça faisait d'être humain. L'expression d'Émilie s'adoucit. Nat, je ne suis pas doué pour ça, poursuit-il, les mots jaillissant comme une digue qui se rompt. Je n'ai pas fréquenté quelqu'un qui n'était pas lié à mon monde des affaires depuis des années. J'ai un assistant qui gère mon agenda, y compris ma vie personnelle. J'ai 5 voitures, mais j'ai dû demander à mon chauffeur ou acheter des vêtements normaux. Je sais commander du vin qui coûte plus cher que le loyer de la plupart des gens, mais j'ai paniqué en essayant de commander un burger. Vous sembliez bien gérer le mariage. Le mariage était du travail. Même en me cachant dans le jardin, je jouais encore un rôle, je continuais à être celui que je pensais devoir être. Il croise ses yeux. Vous êtes la première personne depuis des années à voir au-delà de tout ça. Linda arrive avec leur nourriture, et Nathan est reconnaissant pour l'interruption. Il a besoin d'un moment pour assimiler ce qu'il vient d'admettre. Et à en juger par l'expression d'Émilie, elle aussi. Tout va bien ici? Demande Linda. Parfait. Merci, dit Émilie. Mais elle regarde toujours Nathan avec une expression qu'il ne peut pas tout à fait déchiffrer. Il mange en silence amical pendant quelques minutes. Le burger est réellement excellent, simple, honnête, rien à voir avec les créations gastronomiques moléculaires auxquelles il est habitué. À mi-chemin, il réalise qu'Émilie essaie de ne pas sourire. Quoi? Demande-t-il. Rien. C'est juste. Vous mangez comme si vous aviez peur que le burger vous juge. Nathan rit, se surprenant lui-même. Je suis à peu près sûr que tout dans ma vie me juge. Eh bien, le burger ne se soucie pas de votre portefeuille d'action. Bon à savoir. Il prend une autre bouchée, plus détendue cette fois. C'est vraiment bon, en fait. Vous semblez surpris. Je le suis un peu. Je veux dire, je savais intellectuellement que la nourriture normale pouvait être bonne, mais je n'ai pas mangé dans un endroit qui n'avait pas au moins une étoile Michelin depuis. Je ne me souviens même pas depuis combien de temps. Émilie secoue la tête, mais elle sourit maintenant. C'est la chose la plus triste que j'ai jamais entendue. Ma vie est pleine de choses tristes quand on y regarde de près. Comme quoi? Nathan considère la question sérieusement. J'ai un appartement en penthouse avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur toute la ville, mais je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai vraiment regardé la vue. J'ai une collection de vins qui vaut plus que la maison de la plupart des gens, mais je bois généralement seul. Je peux acheter littéralement tout ce que je veux, mais je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai voulu quelque chose juste pour le plaisir de l'avoir. Et les amis, la famille? Ryan est un type bien. Mes parents. Nathan grimace. Disons simplement qu'ils sont très investis dans l'héritage des Brooks et pas particulièrement intéressés par Nat, la personne. Quant aux amis, eh bien, quand on a mon genre d'argent, il est difficile de savoir qui vous aime vraiment et qui aime ce que vous pouvez faire pour eux. Émilie pose sa fourchette, son expression sérieuse. C'est horrible. C'est la réalité. Non, c'est un choix. Sa voix est ferme et pas méchante. Vous choisissez de vivre ainsi. Ce n'est pas si simple, n'est-ce pas? Émilie se penche en avant. Nat, vous êtes entré dans mon petit café et m'avez traité comme si j'étais invisible parce que vous aviez peur, mais ensuite vous êtes venu à mon lieu de travail parce que vous ne pouviez pas arrêter de penser à moi. Vous avez orchestré cette réunion d'affaires comme excuse pour me revoir. Ce sont des choix, Nathan la fixe, réalisant qu'elle a absolument raison. Quand êtes-vous devenu si sage? Quand j'ai commencé à travailler à 3 emplois pour payer mes études universitaires et que j'ai appris que la vie est trop courte pour perdre du temps à prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. 3 emplois? Émilie hoche la tête. Le café le matin, le travail comptable l'après-midi, et je fais de la comptabilité freelance la nuit. Ce n'est pas glamour, mais c'est à moi. Vous savez, je construis quelque chose. Qu'étudiez-vous? Administration des affaires. Je veux ouvrir mon propre cabinet comptable un jour, aider les petites entreprises qui ne peuvent pas se permettre les grandes firmes corporatives. Elle marque une pause. Comme la vôtre. Nathan sent quelque chose se tordre dans sa poitrine de l'admiration mêlée de ce qui pourrait être de l'envie. Vous avez un plan, un but, n'est-ce pas? Gagner de l'argent. Gagner plus d'argent. Ne laissez personne s'approcher assez pour vous blesser. Nathan hausse les épaules. Pas vraiment inspirant. Alors Changescha. Émilie, vous ne comprenez pas. Non, c'est vous qui ne comprenez pas. Ses yeux brillent d'une intensité soudaine. Vous avez des ressources dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Vous pourriez faire n'importe quoi, être n'importe quoi, aider n'importe qui. Au lieu de ça,
vous êtes assis là à vous apitoyer sur votre sort parce que votre vie est vide. Ce n'est pas tragique, Nat. C'est du gâchis. Les mots frappent comme une gifle, mais pas injuste. Nathan s'adosse, assimilant l'honnêteté brutale. Vous ne retenez pas vos coups, n'est-ce pas? Devrais-je? Non. Il croise ses yeux. Non, vous ne devriez pas. J'ai besoin d'entendre ça. Bien. Parce que je n'ai pas fini. Emily fait signe à Linda pour plus de café. Vous voulez savoir ce que j'ai pensé quand je vous ai vu au mariage? Avant que je ne sache qui vous étiez, quoi? J'ai pensé que vous aviez l'air seul. Pas triste, pas arrogant, pas mystérieux seul, comme si vous étiez entouré de gens mais totalement seul. Elle accepte la recharge de café avec un hochement de tête de remerciement. Et quand nous avons parlé, quand nous nous sommes embrassés, vous vous êtes illuminé comme si vous aviez été somnambule pendant des années et que vous vous réveillez enfin. La gorge de Nathan se serre. Être que c'était le cas. Alors, arrêtez de somnambuler. Je ne sais pas comment. Émilie tend la main à travers la table et prend la sienne. Le contact est électrique, comme dans le jardin, mais plus chaud maintenant, plus réel. Commencez petit. Cessez de laisser les autres gérer votre vie. Prenez vos propres décisions. Faites quelque chose juste parce que vous en avez envie, pas parce que c'est stratégique ou rentable ou attendu. Comme quoi? Comme m'inviter à dîner sans en faire une réunion d'affaires d'abord. Nathan rit, surpris par la légèreté qu'il ressent. Emily Carter, voulez-vous dîner avec moi? Juste un dîner, pas d'agenda, pas de motif caché, juste parce que j'apprécie votre compagnie et que vous me donnez envie d'être une meilleure personne. Vous voyez, ce n'était pas si difficile. Emily serre sa main. Et oui, j'aimerais ça, mais pas dans un endroit avec un sommelier. Marché conclu. Et pas dans un endroit qui nécessite une réservation faite par votre assistant. Caprice. Et Nat, le sourire d'Emily devient malicieux, la prochaine fois, appelez-moi vous-même. Pas de coup de théâtre au travail. Si vous voulez me voir, demandez-moi comme une personne normale. Je peux faire ça. Nathan réalise qu'il tient toujours sa main et ne fait aucun mouvement pour la lâcher. Puis-je vous poser une question maintenant? Allez-y. Pourquoi me donnez-vous une chance? Après tout, après ma façon d'agir, pourquoi ne pas simplement me considérer comme un autre riche arrogant et passer à autre chose? Émilie reste silencieuse un long moment, son pouce traçant des cercles sur le dos de sa main. Parce que quand vous m'avez embrassé dans ce jardin, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Et parce que sous toute cette armure que vous portez, je peux voir qui vous êtes vraiment. La question est, voulez-vous être cette personne? Nathan regarde leurs mains jointes, puis le visage d'Émilie ouvert, honnête, le défiant d'être meilleur qu'il ne l'a été. Il pense à son pantasse vide, à sa vie soigneusement gérée, à ce qu'il a ressenti dans ses bras il y a 3 nuits. Oui, dit-il doucement. Je le veux. Alors prouvez-le. Comment? Émilie sourit, et l'expression transforme tout son visage. Emmenez-moi quelque part où vous n'êtes jamais allé. Montrez-moi quelque chose de réel, quelque chose qui compte pour vous et qui n'a rien à voir avec Brooks Enterprise. Nathan se creuse la tête. Où va-t-il quand il n'est pas Nathan Brooks, PDG? La réponse honnête est nulle part. Mais ensuite, il se souvient de quelque chose, un endroit où Ryan l'avait traîné il y a des années, avant que leur père ne commence à le préparer pour le trône corporatif. Il y a un endroit, dit-il lentement, mais c'est un peu ridicule. Parfait, c'est une salle d'arcade. Une de ces vieilles avec des flippers et Pac-Man. Ryan et moi y allions quand nous étions enfants, avant. Il s'interrompt. Avant que vous ne deveniez Nathan Brooks au lieu de Nat. Oui. Emily se lève, le tirant avec elle. Alors allons rencontrer Nat. Alors qu'il se dirige vers le comptoir pour payer, Nathan parvient à laisser Emily partager l'addition sans que cela ne devienne gênant. Il ressent quelque chose qu'il n'a pas ressenti depuis des années, de l'anticipation. Pas pour un résultat commercial ou une victoire stratégique, mais pour le simple plaisir de passer du temps avec quelqu'un qui le voit comme plus qu'un compte bancaire sur pattes. Emily, dit-il alors qu'ils sortent dans la fraîche soirée de Los Angeles. Oui. Merci. Pourquoi? Pour ne pas avoir abandonné avant même que je sache que j'étais perdu. Emily s'arrête et se tourne pour lui faire face complètement. Les lumières au néon du dîner projettent une lueur douce sur son visage, et Nathan est à nouveau frappé par sa beauté, pas une beauté de magazine, mais réelle, chaleureuse et vivante d'une manière qui lui serre la poitrine. Nat, dit-elle doucement, vous n'êtes pas perdu. Vous avez juste fait un très long détour. Et puis elle l'embrasse, là, sur le trottoir devant Joe's Diner, avec la circulation qui passe et l'odeur de graisse de burger dans l'air. Ce n'est rien comme leur premier baiser. Celui-ci est une promesse, un commencement, une déclaration que être les contes de fées peuvent arriver aux gens ordinaires après tout. Quand ils se séparent, Nathan réalise qu'il sourit plus largement qu'il ne l'a fait depuis des années. Alors, dit Emily, lui rendant son sourire, prêt à te faire battre à plate couture au flippé par une fille qui a grandi dans les salles d'arcade, Vincé, et pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne peut se souvenir, Nathan Brooks ne pense pas aux projections de marché ou aux réunions du conseil ou à maintenir sa réputation.
Il est juste Nat, tenant la main d'une fille qui le fait rire, marchant vers une salle d'arcade où il va probablement perdre spectaculairement à des jeux qu'il n'a pas joués depuis des décennies. Il a hâte. La salle d'arcade rétro est coincée entre un magasin de disques vintage et une laverie ouverte 24 dans une rue que Google Maps a probablement oublié de mettre à jour. L'extérieur est une capsule temporelle pure des années 80. Des enseignes aux néons clignotantes vantant des jeux classiques et un paradis du flippé avec l'enthousiasme agressif qui suggère que le propriétaire n'a jamais vraiment accepté la fin de l'ère Reagan. Emily sourit en approchant de l'entrée. C'est parfait. Nathan, cependant, semble avoir des doutes. Je devrais probablement vous prévenir. Je ne suis pas venu ici depuis environ 15 ans. Ça pourrait être différent de ce dont je me souviens. Différent comment? Plus petit, plus triste, peut être condamné par le service de santé. Emily rit et le tire vers la porte. Allez, où est votre sens de l'aventure? Dès qu'ils entrent, Nathan est frappé par une vague de nostalgie sensorielle si intense qu'elle le repousse presque en arrière. L'endroit n'a pas changé du tout, même moquette usée par les décennies, même mélange de bips électroniques et de rock classique, même odeur de produits nettoyants luttant en vain contre des années d'enthousiasme adolescent, accumulées. Ouah, souffle Emily, s'arrêtant juste à l'entrée. Cet endroit est incroyable. Elle n'a pas tort. La salle d'arcade s'étend plus loin qu'il ne semble possible de l'extérieur, des rangées de bornes vintage brillants comme des hôtels électroniques. Pac-Man, Galaga, Street Fighter 2, Centipede. Tous les classiques sont là, soigneusement entretenus et acceptant encore les pièces comme en 1985. Au fond, elle peut voir la section des flippers, les machines alignées comme des soldats de chrome et de verre prêts pour la bataille. Nathan Brooks. C'est vraiment toi? Il se tourne pour voir un homme approcher depuis le comptoir, dans la soixantaine, queue de cheval grise, portant un t-shirt Led Zeppelin délavé probablement plus vieux qu'Emily. Son visage s'illumine de plaisir sincère en reconnaissant Nathan. Jimmy, la voix de Nathan se casse légèrement, Jimmy Castelli. Le seul et unique, gamin. Jimmy attire Nathan dans une étreinte d'ours qui écraserait probablement un homme moins robuste. Je me demandais quand tu reviendrais ici. Ryan passe tous les quelques mois, mais toi, mec, ça fait une éternité. Je sais. Je suis désolé. Le travail a été. Le travail. Jimmy balaie la remarque d'un geste. Tu es ici maintenant. C'est ce qui compte. Et qui est cette charmante dame? Emily Carter, dit-elle, tendant la main. Enchantée de vous rencontrer. Jimmy Castelli, propriétaire et sorcier en chef de cet établissement magique. Jimmy serre sa main avec une approbation évidente. Tout ami de Nat et de la famille ici. Tu sais, ce gamin et son frère vivaient pratiquement ici quand ils étaient ados. Nat était le roi du flippé. Personne ne pouvait le battre à Castle Quest. Emily hausse un sourcil vers Nathan, qui rougit de manière impressionnante. Roi du flippé, c'était il y a longtemps, marmonne Nathan. Absurde. Jimmy lui donne une tape sur l'épaule. On ne perd jamais ses réflexes. Allez, laissez-moi vous donner des jetons. La première heure est offerte, c'est le moins que je puisse faire pour un vieil ami. Alors que Jimmy s'éloigne, pour chercher des jetons, Emily étudie le visage de Nathan. Il y a quelque chose de différent chez lui ici, plus jeune d'une certaine manière, comme si cet endroit avait retiré des années de conditionnement corporatif. Alors, dit-elle, le poussant du coude, roi du flippé. Ryan et moi venions ici tous les samedis, avoue Nathan, sa voix douce de souvenir. Papa pensait que c'était une perte de temps, mais maman nous y déposait quand même. Elle disait que les garçons avaient besoin d'un endroit pour être juste des garçons. Qu'est-ce qui a changé? L'expression de Nathan s'assombrit. Papa a commencé à m'emmener au bureau le samedi à la place. Il disait qu'il était temps que j'apprenne les affaires familiales. J'avais 16 ans. Emily ressent une pointe de sympathie. C'est jeune pour abandonner son enfance. Les hommes Brooks n'ont pas d'enfance, dit Nathan, répétant inconsciemment une phrase qui semble familière. Nous avons des périodes de préparation. C'est horrible, c'est la réalité. Mais même en disant cela, Nathan regarde autour de la salle d'arcade avec une sorte de nostalgie. J'adorais cet endroit. C'était le seul endroit où personne ne se souciait de mon nom de famille ou des attentes de mon père. J'étais juste Nat, le gamin qui pouvait obtenir le bonus multiballe à Castle Quest 9 fois sur 10. Jimmy revient avec 2 seaux de jetons et un sourire qui suggère qu'il a planifié quelque chose. D'accord, vous deux, j'ai une proposition pour vous. Dois-je m'inquiéter? Demande Emily. Ça dépend de votre esprit de compétition, dit Jimmy avec un clin d'œil. Vous voyez, nous avons une petite tradition ici. Quiconque bat le record de Nat à Castle Quest obtient son nom sur le mur de la gloire et des jeux gratuits pendant 1 an. Emily regarde le mur derrière le comptoir, où des dizaines d'initiales sont griffonnées au marqueur permanent à côté de scores impressionnants. Tout en haut, en lettres délavées mais encore lisibles, elle voit NB 1 247 850 0. C'est votre score? Demande-t-elle à Nathan. C'était mon score, il y a 15 ans.
Toujours d'actualité, dit Jimmy fièrement. Personne n'a même approché. Tu veux tenter de défendre ton titre? Nathan hésite, et Emily peut voir la bataille interne se jouer sur son visage. L'exécutif corporatif qui n'a pas de temps pour des jeux frivoles lutte avec l'adolescent qui passait autrefois des samedis entiers à perfectionner sa technique de flipper. Je ne sais pas, dit Nathan enfin. Ça fait si longtemps. C'est comme faire du vélo, insiste Jimmy. En plus, tu dois montrer à Emily de quoi tu es fait. Emily sourit. En fait, je pense que je vais d'abord tenter ma chance pour ce record. Donner à Nat l'occasion de se rappeler quel bout des flippers utiliser. Tu joues au flipper? Nathan semble surpris. Mon père tenait un bar quand j'étais petite. J'ai passé plus de temps sur des flippers que sur des équipements de terrain de jeu. Emily fait craquer ses doigts de manière théâtrale. J'espère que tu n'es pas trop attaché à ce record. Jimmy rit avec délice. Oh, je l'aime déjà. Ça va être amusant. Il se dirige vers le fond de la salle d'arcade, où Castle Case trône dans toute sa gloire médiévale. La machine est une œuvre d'art. Un terrain de jeu sur le thème du château, des rampes et des cibles complexes, et des effets sonores qui transportent les joueurs dans un monde de chevaliers et de dragons. Emily passe ses mains sur les côtés de la machine, ressentant le poids et l'équilibre familier. Tu es sûr de toi? Demande Nathan, mais il y a de l'amusement dans sa voix maintenant. Cette machine est notoirement difficile. Est-ce de l'inquiétude que j'entends dans votre voix? Emily insère des jetons dans la fente. Tu as peur que je batte ton score? Être un peu. Emily se positionne devant la machine, ressentant le frisson familier de la compétition. Des techniques spéciales à connaître? Des coups légers seulement, dit Nathan, venant se placer à côté d'elle. Trop agressif, et tu inclines. La rampe de gauche est la clé pour accumuler les jackpots, mais il faut bien viser quand le pont-levis est baissé. Autre chose? Nathan marque une pause, puis se penche plus près. Emily peut sentir la chaleur de son corps à côté d'elle, sentir ce parfum subtil qui la rend folle depuis le mariage. Ne réfléchis pas trop, dit-il doucement. Ressens juste le rythme de la machine. La première balle est lancée, et Emily se souvient rapidement pourquoi elle est tombée amoureuse du flipper enfant. Il y a quelque chose de méditatif là, dedans la manière dont il faut lire le mouvement de la balle. Anticiper son trajet, réagir avec un timing parfait. Sa première balle dure un respectable 4 minutes avant qu'elle ne la perde sur le côté droit. Pas mal, murmure Nathan. Tu as de bons instincts. Je m'échauffe juste. À sa troisième balle, Emily trouve son rythme. Le score grimpe régulièrement alors qu'elle déclenche des bonus et accumule des multiplicateurs. Elle peut entendre d'autres joueurs se rassembler derrière eux, attirés par les commentaires enthousiastes de Jimmy. Regardez cette forme, crie Jimmy. Contrôle parfait des flippers. Emily est maintenant profondément concentrée, le reste de la salle d'arcade s'effaçant. C'est ce qu'elle aime dans ces jeux. La concentration pure, la manière dont tout le reste disparaît sauf la balle argentée et le besoin de la maintenir en jeu. Quand elle perd enfin sa dernière balle, la machine explose en effet sonore de célébration. Nom d'un chien, murmure quelqu'un derrière eux. Emily regarde l'affichage du score et sourit, 892, 450, 0. Pas assez pour battre le record de Nathan, mais assez respectable pour que plusieurs personnes commencent à applaudir. C'était incroyable, dit Nathan, et l'admiration dans sa voix est sincère. Où as-tu appris à jouer comme ça? Des années de pratique et un père très patient, dit Emily, s'écartant de la machine. À ton tour, roi du flipper. Nathan s'approche de la machine comme s'il retrouvait un vieil ami. Ses mains trouvent leur position familière sur les boutons des flippers, et Emily peut voir la mémoire musculaire prendre le dessus malgré l'écart de 15 ans. Ça fait bizarre. Avoue-t-il. Bien bizarre, mais bizarre. Prends ton temps, crie Jimmy. La machine ne va nulle part. Nathan insère ses jetons, et la première balle est lancée. En quelques secondes, Emily comprend pourquoi il détenait le record depuis si longtemps. Ses mouvements sont fluides, presque artistiques, chaque coup de flipper précisément chronométré, chaque coup juste assez pour influencer la balle sans risquer une inclinaison. Le score grimpe rapidement alors qu'il déclenche le multiballe et commence à accumuler les bonus majeurs. Mon Dieu, souffle Emily, le regardant travailler. Tu es incroyable à ce jeu. Nathan lui jette un rapide sourire avant de reporter son attention sur la machine. J'avais l'habitude de pratiquer pendant des heures. C'était ma fuite de tout le reste. Qu'est-il arrivé à cette version de toi? Il a grandi, dit Nathan, attrapant habilement la balle sur le flipper gauche et alignant un tir crucial. Ou pensait l'avoir fait. La foule derrière eux s'est agrandie, attirée par le spectacle de voir un maître à l'œuvre. Emily se trouve fascinée, non seulement par l'habileté de Nathan, mais par la transformation qu'elle voit en lui. Ce n'est pas l'exécutif prudent et contrôlé qu'elle a rencontré au café. C'est quelqu'un de vivant, présent, complètement absorbé par l'instant. Multiballe. Annonce la machine alors que 3 balles entrent en jeu simultanément. Les mains de Nathan bougent à une vitesse fulgurante, gérant les 3 balles avec une combinaison d'habileté et d'instinct qui frôle le surnaturel. Le score bondit par incréments massifs,
200 millions, 300 millions, se rapprochant de son ancien record à chaque tir réussi. Il va battre son propre record, murmure quelqu'un. Émilie regarde le visage de Nathan, voit l'instant où des années de stress corporatif et de contrôle soigneux s'effacent complètement. Il ne pense pas aux réunions du conseil, aux parts de marché ou à maintenir son image. Il est juste Nat, complètement dans son élément, faisant quelque chose qu'il aime simplement pour le plaisir de bien le faire. Quand la dernière balle s'écoule et que la machine calcule le score final, toute la salle d'arcade se tait pendant un moment. Puis Jimmy commence à crier, et tout le monde se joint à lui. 1, 248, 920, 0, crie Jimmy. Nouveau record de la maison. Nathan s'écarte de la machine, l'air hébété. Je n'arrive pas à croire que je viens de faire ça. Crois-le, dit Émilie, l'enlaçant spontanément. C'était incroyable. Nathan lui rend son étreinte, et Émilie peut le sentir trembler légèrement d'adrénaline. Je n'ai pas ressenti ça depuis des années, dit-il dans ses cheveux. J'avais oublié à quel point ça faisait du bien de faire quelque chose pour le pur plaisir. Eh bien, tu ferais mieux de t'en souvenir, dit Jimmy, s'approchant avec un marqueur permanent. Tu as un nouveau record à signer. Alors que Nathan ajoute ses initiales au mur de la gloire NB 2024, Émilie observe la manière dont ses épaules se sont détendues, la manière dont son sourire atteint ses yeux pour la première fois depuis qu'elle le connaît. C'est qui il est vraiment, réalise-t-elle pas le PDG poli ou l'homme d'affaires prudent, mais cette personne qui s'illumine lorsqu'il fait quelque chose qu'il aime. Alors, quoi maintenant, demande Nathan alors qu'il s'éloigne de la machine. Tu veux essayer d'autres jeux? Émilie sourit. En fait, je pensais qu'on pourrait s'attaquer à quelques classiques. Quand as-tu joué à Pac-Man pour la dernière fois? Probablement le même jour que j'ai joué au Flippé pour la dernière fois. Eh bien, alors tu vas te régaler. Attention, cependant, je suis plutôt doué à Pac-Man aussi. Il passe les 2 heures suivantes à explorer les grands succès de la salle d'arcade. Nathan se révèle être un sorcier à Galaga, tandis qu'Émilie domine à Centipede. Ils s'associaient pour quelques jeux coopératifs, riant alors qu'ils échouent spectaculairement à coordonner leurs mouvements dans des jeux qui nécessitent un travail d'équipe. On est nul à ça, allait Émilie, regardant leur personnage mourir pour la 5e fois d'affilée. Parle pour toi, proteste Nathan, puis fait immédiatement foncer son personnage dans un mur. Ok, on est nul à ça. Quand ils ont épuisé leurs jetons, il est presque minuit. La salle d'arcade s'est presque vidée, sauf pour quelques joueurs invétérés et Jimmy, qui les a observés avec une approbation évidente. Vous vous êtes amusés, les jeunes? Demande Jimmy alors qu'il s'approche du comptoir. Le meilleur genre d'amusement, dit Émilie honnêtement. Merci de nous avoir laissé rester si tard. Et, tu as ramené Nat à la maison. Ça vaut bien de rester ouvert tard. Jimmy se tourne vers Nathan. Tu ferais mieux de ne pas attendre encore 15 ans pour revenir, tu m'entends? Je ne le ferai pas, promet Nathan, et Émilie peut voir qu'il le pense. Merci, Jimmy, pour tout. Dehors, la nuit de Los Angeles est fraîche et calme. Émilie et Nathan marchent lentement vers l'endroit où la voiture de Nathan est garée, une berline étonnamment modeste plutôt que la voiture de sport clinquante à laquelle elle s'attendait. La voiture de Ryan, explique Nathan lorsqu'il remarque son regard. La mienne est un peu trop voyante pour des endroits comme celui de Jimmy. Qu'est-ce que tu conduis? Une Tesla. Haut de gamme, tout équipé, complètement stérile. Nathan fait une grimace. C'est comme conduire un appareil électroménager très cher. Émilie rit. Tu as vraiment des problèmes avec tes choix de vie, n'est-ce pas? Je commence à en avoir. Oui, Nathan s'arrête de marcher et se tourne pour lui faire face. Émilie, ce soir était. Je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis autant amusé. Juste un amusement pur et sans complications. Tant mieux. Tu en avais besoin. J'avais besoin de toi, dit Nathan doucement, puis semble surpris de sa propre honnêteté. Je veux dire, j'avais besoin de quelqu'un pour me rappeler qui j'étais avant d'avoir si peur d'être blessé que j'ai cessé d'être humain. Émilie lève la main et touche doucement son visage. Nat, tu n'as pas à choisir entre réussir et être heureux. Ce n'est pas mutuellement exclusif, n'est-ce pas? Dans mon expérience. Ton expérience a été façonnée par la peur, interrompt Émilie. Et si tu essayais de prendre des décisions basées sur ce qui te rend heureux plutôt que sur ce qui te garde en sécurité? Nathan s'appuie sur son contact. Je ne suis pas sûr de me souvenir comment être heureux. Alors nous le découvrirons ensemble. La promesse flotte dans l'air entre eux, pleine de possibilités. Nathan scrute le visage d'Émilie, cherchant des signes qu'elle ne le pense pas, que tout cela est trop beau pour être vrai. Mais tout ce qu'il voit, c'est de l'honnêteté, de la chaleur, et quelque chose qui pourrait être de l'amour commençant à éclore. Émilie, dit-il doucement, je sais que c'est probablement trop tôt, et je sais que je viens avec beaucoup de bagages, mais... Il prend une profonde inspiration. Je pense que je suis en train de tomber amoureux de toi. Le sourire d'Émilie illumine toute la rue. Nate Brooks, me demandes-tu de prendre un risque avec toi? Je te demande de prendre un risque avec nous, avec ce que cela pourrait devenir si nous sommes assez courageux pour essayer. Au lieu de répondre avec des mots, Émilie l'embrasse.
Ce baiser est différent des précédents, plus profond, plus sûr, plein de promesses et de possibilités. Quand ils se séparent, tous deux respirent fort. C'est un oui? Demande Nathan. C'est un oui pour essayer, dit Emily. Mais Nat, il faut que tu comprennes quelque chose. Je ne vais pas changer qui je suis pour toi. Je ne vais pas devenir une épouse d'entreprise qui fait bonne figure au gala de charité et garde ses opinions pour elle. Je ne voudrais pas que tu le fasses. Et je ne vais pas te laisser redevenir cette personne vide et effrayée qui pense que l'argent peut remplacer les relations humaines. Bien, dit Nathan, la surprenant. Ne me laisse pas faire. Appelle-moi à l'ordre quand je commence à agir comme Nathan Brooks, PDG, au lieu de Nat. Marché conclu. Mais tu dois me promettre quelque chose en retour. Tout ce que tu veux. Promets-moi que tu continueras à être cette personne, dit Emily, désignant la salle d'arcade derrière eux, celle qui s'enthousiasme pour le flipper et se fiche de paraître ridicule. Promets-moi que tu ne laisseras pas le monde des affaires l'engloutir à nouveau. Nathan considère cela sérieusement. Ce sera plus difficile que tu ne le penses. Il y a beaucoup de gens qui ont un intérêt à me garder en tant que Nathan Brooks, pas Nat. Alors nous trouverons un moyen d'équilibrer les deux. Mais Nat ne disparaît plus, d'accord? Il est trop important. D'accord, acquiesce Nathan. Mais Emily, tu devrais savoir que sortir avec moi ne sera pas simple. Il y aura des paparazzis, des obligations professionnelles, des événements sociaux où les gens te jugeront parce que tu ne viens pas d'une famille riche. Qu'ils jugent, dit Emily avec ferveur. Je travaille pour tout ce que j'ai depuis l'âge de 6 ans. Je n'ai pas honte de qui je suis ou d'où je viens. Je sais que non. C'est une des choses que j'aime chez toi. Une des choses? Nathan sourit, et pendant un moment, il ressemble exactement au garçon qui passait ses samedis à maîtriser les flippers. Donne-moi du temps. Je découvre encore toutes les raisons pour lesquelles je suis fou de toi. Alors qu'il roule dans les rues calmes de Los Angeles, Emily observe le visage de Nathan à la lumière du tableau de bord. Il y a quelque chose de paisible chez lui maintenant, quelque chose d'apaisé qui n'était pas là avant. L'homme effrayé et seul du mariage est toujours là, mais il y a aussi cette autre personne, quelqu'un qui peut rire de lui-même, qui peut se perdre dans des plaisirs simples, qui peut admettre ses erreurs et demander de l'aide pour changer. Où allons-nous maintenant? Demande-t-elle alors qu'il se gare devant son immeuble. J'espérais que tu aurais des idées à ce sujet, admet Nathan. Je n'ai jamais fait ça avant sortir avec quelqu'un de réel, quelqu'un qui compte. Eh bien, commençons par des choses normales. Tu sais, comme des vrais rendez-vous que tu planifies toi-même, des films, des dîners dans des endroits qui ne nécessitent pas de vérification de crédit pour réserver. Peut-être que je pourrais rencontrer Ryan un jour. Il adorerait ça. Il me dit depuis des années que j'avais besoin de quelqu'un pour me garder honnête. Frère intelligent. Le plus intelligent. Nathan tend la main et prend la sienne. Emily, merci. Pourquoi? Pour avoir vu en moi quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Emily détache sa ceinture et se penche pour l'embrasser une fois de plus. Nate, tu n'as pas besoin d'être sauvé. Tu avais juste besoin qu'on te rappelle qui tu étais déjà. En montant vers son appartement, Emily sent le regard de Nathan sur elle. Lorsqu'elle atteint sa porte et se retourne, il est toujours là, et le sourire sur son visage est assez lumineux pour éclairer tout l'immeuble. Dans son petit appartement, Emily s'adosse à la porte et sourit comme une idiote. Il y a 3 jours, elle n'était qu'une fille avec 2 emplois, rêvant d'un avenir meilleur. Maintenant, elle sort avec un milliardaire qui pourrait bien valoir toutes les complications qu'il entraîne. Son téléphone vibre avec un message d'un numéro inconnu. J'ai passé un moment incroyable ce soir. Veux-tu dîner demain, dans un endroit normal? Mon choix cette fois. Nat, le roi du flipper. Emily répond, seulement si tu promets de ne pas chercher sur Google meilleurs restaurants normaux d'abord. Sa réponse arrive immédiatement, marché conclu. Je demanderai des recommandations à Ryan. Il est plus qualifié que moi pour juger ce qui est normal. Parfait. C'est un rendez-vous, confirme-t-il. Emily, oui? Fais de beaux rêves. Emily pose son téléphone et se prépare pour la nuit, mais le sommeil est la dernière chose à laquelle elle pense. Demain, elle va voir ce qui se passe quand Nat Brooks essaie de planifier un rendez-vous normal. Quelque chose lui dit que ça va être intéressant. Dans son penthouse de l'autre côté de la ville, Nathan contemple les lumières de la ville et ressent quelque chose qu'il n'a pas connu depuis des années, une véritable excitation pour l'avenir. Pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne peut se souvenir, il a quelque chose à attendre qui n'a rien à voir avec les rapports trimestriels ou les réunions du conseil. Il a Emily, et juste peut être, commence-t-il à se rappeler comment être heureux. Nathan Brooks se réveille à 5h30 du matin pour la première fois de sa vie adulte sans alarme. Au lieu de la dread habituelle qui accompagne la prise de conscience, il ressent quelque chose d'étranger et de merveilleux, de l'anticipation. Aujourd'hui, il planifie son premier vrai rendez-vous, peut-être de toute sa vie. Et il est terrifié de la meilleure des manières. Il reste allongé quelques minutes, fixant le plafond de son penthouse ridiculement cher, repensant au défi d'Emily de la veille,
Promets-moi que tu continueras à être cette personne, celle qui s'enthousiasme pour le flipper et se fiche de paraître ridicule. Celle qui peut rire de soi et admettre ses erreurs. Cette personne semble fragile ce matin, comme un papillon nouvellement éclos qui pourrait ne pas survivre au premier vent fort. Mais Emily a vu quelque chose qui valait la peine d'être sauvé, et peut-être que c'est assez pour commencer. Son téléphone vibre avec un message de Ryan. Entendu par la rumeur que tu as un rendez-vous chaud ce soir. Il était temps, grand frère. Nathan répond. Comment sais-tu déjà ça? Jimmy m'a appelé à minuit pour me dire que tu avais battu ton propre record et que tu avais amené une fille qui pourrait vraiment être bonne pour toi. Et aussi, j'ai être suivi ta localisation quand tu n'es pas rentré à 22. Vieilles habitudes. Tout est terrible. Je suis protecteur. C'est différent. Alors, quel est le plan pour ce soir? Nathan fixe son téléphone, réalisant qu'il n'a absolument aucune idée de ce qu'est le plan. Il a promis à Emily un rendez-vous normal, de son choix. Mais sa définition de normal et le normal réel sont probablement à des univers d'écart. J'ai besoin d'aide, tape-t-il. Sans blague. Retrouve-moi à O'Malley's dans 1 heure. On va planifier un rendez-vous qui ne fera pas fuir cette pauvre fille. O'Malley's s'avère être un petit pub irlandais dans le quartier de Ryan, le genre d'endroit dont Nathan ignorait l'existence à Los Angeles. Il est 7h du matin, et pourtant il sert déjà des petits déjeuners complets à un mélange de travailleurs de nuit, de joggeurs matinaux, et de gens qui ne sont tout simplement jamais allés se coucher. Ryan attend dans une banquette d'angle, ayant l'air agaçant de frais pour quelqu'un qui était apparemment debout jusqu'à minuit à prendre des appels à propos de la vie amoureuse de son frère. À 25 ans, Ryan Brooks a réussi à éviter la plupart de l'endoctrinement corporatif de leur père par le simple fait d'être l'héritier de ce cours. Il travaille comme photographe freelance, vit dans un appartement normal, et maintient le genre de confiance facile que Nathan a perdu vers son 16e anniversaire. « Tu as une sale tête », annonce Ryan joyeusement alors que Nathan s'assoit dans la banquette. « Merci. Vraiment ce dont j'avais besoin d'entendre ce matin. Quand as-tu dormi pour la dernière fois? Quel sommeil ?» Nathan accepte un café d'une serveuse qu'il appelle chérie et ne semble pas reconnaître son visage des couvertures de magazines. « Ryan, je n'ai aucune idée de ce que je fais. Je sais. Ça se voit sur ton visage. » Ryan étudie son frère avec la même intensité qu'il réserve habituellement pour cadrer le cliché parfait. « Parle-moi d'elle. Emily, elle est. » Nathan s'arrête, essayant de trouver des mots qui englobent tout. Emily est. Elle est réelle, complètement authentiquement réelle. Elle a 2 emplois, va à l'université communautaire, a des objectifs qui n'impliquent pas mon compte bancaire. Elle m'a confronté sur mon comportement de robot d'entreprise, et m'a quand même embrassé. Ça semble terrifiant. La chose la plus terrifiante qui me soit jamais arrivée. Ryan sourit. Bien. Tu as besoin de terrifiant. Tu as traversé la vie en somnambule pendant des années. Tout le monde n'arrête pas de me dire ça. Parce que c'est vrai. L'expression de Ryan devient sérieuse. Nat, je t'ai regardé te transformer en clone corporatif parfait de papa, et ça me tue. Tu avais des opinions sur des choses qui n'étaient pas des cours boursiers. Tu riais vraiment riais, pas ce petit rire poli d'exécutif que tu as perfectionné. Je sais. Nathan fixe sa tasse de café. Je me suis perdu quelque part en chemin. Emily me fait me souvenir de qui j'étais. Alors ne gâche pas ça. Conseil utile. Vraiment précis et actionnable. Ryan rit. Ok, parlons logistique. Qu'est-ce qu'Emily aime faire pour s'amuser? Elle lit beaucoup. Elle a mentionné aimer les librairies. Et elle est compétitive. Tu aurais dû la voir à la salle d'arcade hier soir. Elle a failli battre mon record de flipper à son premier essai. Intéressant. Quoi d'autre? Nathan repense à leur conversation. Elle est passionnée par les petites entreprises. Elle veut les aider avec leur comptabilité, égaliser les chances contre les grandes entreprises. Elle est fière de se frayer un chemin à travers l'école. Elle valorise l'authenticité par-dessus tout. Et que veux-tu lui montrer de toi? Que je ne suis pas juste un compte bancaire ambulant? Que je peux être normal? Que je vaux la peine qu'on prenne un risque, même si je viens avec beaucoup de bagages? Ryan hoche la tête pensivement. Ok, j'ai une idée, mais tu vas devoir me faire confiance, et tu vas devoir être ok avec te salir les mains. Salir à quel point? Métaphoriquement sale. Probablement littéralement sale aussi, en fait. 2 heures plus tard, Nathan se retrouve devant la bibliothèque centrale de Los Angeles, tenant un panier de pique-nique que Ryan a juré infaillible, et portant un jeune qui lui appartient réellement pour la première fois depuis des années. Le plan de son frère semblait à la fois parfait et terrifiant quand il l'a expliqué pendant le petit déjeuner. Maintenant, en attendant qu'Emily arrive, ça semble juste terrifiant. Tu peux le faire, murmure-t-il à lui-même. C'est juste un rendez-vous. Les gens normaux font ça tout le temps. Parler tout seul est soit un signe de génie, soit d'un effondrement imminent, dit la voix d'Emily derrière lui. J'espère pour le génie. Nathan se retourne et sent son souffle se couper. Emily porte une robe d'été simple dans une couleur qui fait ressortir ses yeux comme des émeraudes, et ses cheveux sont détachés autour de ses épaules.
Elle est belle d'une manière qui n'a rien à voir avec un style coûteux ou des vêtements de créateurs juste naturels, sans effort, réel. Salut, dit-il, soudainement mal à l'aise. Salut toi-même. Émilie regarde la bibliothèque derrière lui, puis le panier de pique-nique dans ses mains. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Bon inattendu ou mauvais inattendu? Définitivement bon, mais je dois demander, as-tu planifié ça toi-même, ou as-tu engagé un consultant en rendez-vous? Nathan sourit timidement. Ryan a aidé, mais l'idée était de moi, je le jure. Quelle est l'idée exactement? Chasse au trésor littéraire suivi d'un pique-nique. J'ai pensé, puisque tu aimes les livres. Il s'interrompt, soudain incertain. C'est stupide, n'est-ce pas? On pourrait aller dans un endroit normal à la place, comme un restaurant, ou, Nat. Émilie pose sa main sur son bras, arrêtant son flot de paroles. C'est parfait. J'adore déjà. Raymond, vraiment. Mais je te préviens, je suis très compétitif pour les activités liées aux livres. J'espérais ça. La Bibliothèque centrale de Los Angeles est un bâtiment magnifique qui parvient à être à la fois grandiose et accueillant. Nathan est passé devant des centaines de fois mais n'y est jamais entré, ce qui semble être une métaphore pour toute sa vie jusqu'à cette semaine. Bienvenue dans la plus belle bibliothèque de LA, dit Emily alors qu'il monte les marches vers l'entrée. Y es-tu déjà allé? Jamais. Sérieusement? Tu as vécu ici toute ta vie et n'es jamais allé à la bibliothèque centrale? Nathan sent ses joues chauffer. Mon éducation était surtout avec des tuteurs privés et des écoles préparatoires d'élite. Ce genre d'espace public ne faisait pas vraiment partie de mon monde. Emily s'arrête de marcher et le regarde avec une expression qu'il ne peut pas tout à fait déchiffrer. Nat, c'est vraiment triste. Je sais, mais aussi un peu excitant. Je peux te montrer un de mes endroits préférés pour la première fois. L'intérieur de la bibliothèque est encore plus impressionnant que l'extérieur, des plafonds vertigineux, de belles fresques, et plus de livres que Nathan n'en a jamais vus au même endroit. Emily se déplace dans l'espace comme si elle en était la propriétaire, saluant les bibliothécaires par leur nom et naviguant dans les différentes sections avec une aisance exercée. Ok, dit Nathan, sortant un morceau de papier que Ryan l'a aidé à préparer. Prête pour ton premier indice? Vas-y, trouve l'auteur qui a écrit sur un oiseau moqueur. Ensuite, cherche la section où les détectives résolvent des crimes avec rien d'autre que leur esprit. Le visage d'Emily s'illumine d'une joie compétitive. Harper Lee, section mystère. Trop facile. Elle s'élance vers les rayons de fiction, et Nathan suit, admirant la manière dont elle se déplace avec assurance et détermination. Elle trouve la section mystère en moins de 2 minutes et commence à scanner les étagères. Là, dit-elle, pointant une petite enveloppe glissée entre 2 romans d'Agatha Christie. Ça ferait mieux d'être mon prochain indice. Nathan récupère l'enveloppe et la lui tend avec un geste théâtral. Votre prochain défi vous attend. Emily l'ouvre et lit. Où trouveriez-vous des informations sur le passé de la ville des Anges? Et quelle section contient les histoires de ceux qui sont venus avant? Histoire locale et biographie, dit Emily immédiatement. C'est amusant. As-tu trouvé ces indices toi-même? Ryan a aidé, mais j'ai insisté pour qu'ils soient tous liés au livre, avoue Nathan. Je voulais faire quelque chose qui aurait du sens pour toi. Mission accompli. Il parcourt la bibliothèque, suivant des indices qui les mènent de la poésie à la science-fiction en passant par les livres d'art. À chaque arrêt, Nathan observe Emily devenir plus animée, plus elle-même. Elle connaît la bibliothèque comme son propre quartier, discutant avec le personnel et pointant ses livres préférés en chemin. C'est mon sanctuaire, explique-t-elle alors qu'il cherche le 4e indice dans la section voyage. Quand le travail devient écrasant ou que la vie semble trop compliquée, je viens ici. Les livres ne vous jugent pas sur votre compte bancaire ou vos origines familiales. Ils sont juste là, attendant de vous raconter leurs histoires. Je ne pense pas avoir lu un livre pour le plaisir depuis des années, avoue Nathan. Tout a été des journaux d'affaires et des analyses de marché. C'est tragique. Qu'aimais-tu lire avant de devenir Nathan Brooks, PDG? Nathan réfléchit, essayant de se souvenir. De la science-fiction, en fait. Isaac Asimov, Philip K. Dick, Douglas Adams. J'aimais les histoires sur d'autres mondes, d'autres possibilités. On va arranger ça, déclare Emily. Après avoir fini cette chasse au trésor, je vais te choisir quelques livres. L'indice final les conduit à la magnifique cour extérieure de la bibliothèque, où Nathan a préparé la 2e partie de son plan. Une couverture est étendue sous un petit arbre, avec le panier de pique-nique et une thermos de café qui attendent. Comment as-tu organisé ça? Demande Emily, regardant autour du lieu isolé. J'ai être fait un petit don au fonds de rénovation de la bibliothèque en échange de la permission d'utiliser cet espace, dit Nathan. Mais je jure que c'est le seul argent que j'ai dépensé pour ce rendez-vous. Un petit don? Ok, un don de taille moyenne, mais ça va à une bonne cause, et je voulais vraiment soutenir la bibliothèque après avoir appris à quel point elle compte pour toi. Emily s'assoit sur la couverture et tapote l'espace à côté d'elle. Qu'y a-t-il dans le panier? Nathan l'ouvre, révélant des sandwichs d'un deli recommandé par Ryan, des fruits frais, et des cookies faits maison que la petite amie de Ryan, Olivia,
a insisté pour fournir. Rien de chic, juste de la nourriture. C'est parfait. Émilie prend la moitié d'un sandwich et l'examine. Dinde et avocat sur du pain au levain. Comment savais-tu que c'était mon préféré? Coupe et chance. Clou, tu as demandé à Chloé, n'est-ce pas? Nathan a l'air penaud. Je suis peu, être passé au café ce matin et j'ai demandé des conseils. Elle a été très utile. Et aussi très menaçante sur ce qui m'arriverait si je te faisais du mal. Émilie rit. Ça ressemble à Chloé. Avec quoi t'a-t-elle menacé? Quelque chose impliquant une machine à expresso très chaude et des parties de mon anatomie que je préférerais garder intactes. Elle t'aime, dit Émilie, prenant une bouchée de son sandwich. Elle m'a dit ce matin que n'importe quel gars prêt à se présenter à 6h du matin pour demander des conseils relationnels pourrait valoir la peine d'être gardé. Quen pensesto? Émilie considère cela sérieusement. Je pense que tu essaies vraiment fort d'être quelqu'un que tu ne sais pas encore être. Mais je pense aussi que tu es prêt à apprendre, ce qui compte beaucoup. Ils mangent en silence confortable pendant un